Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bienvenue dans l'épisode numéro 39 de 100% PSG La Tribune, le podcast de France Bleu Paris. Et chose promise, chose due, aujourd'hui, nous allons évoquer, consacrer notre émission à Kylian Mbappé. La semaine dernière, je vous l'ai dit, on ferait une spéciale, le moment où on aurait le droit au communiqué du Real. Voilà, 22 petits mots pour annoncer le départ de Kylian Mbappé et donc ce contrat de 5 ans du côté du Real Madrid. Alors cette fois, c'est bel et bien terminé avec Paris puisque le secret a été levé. 5 ans d'engagement pour celui qui rêvait du Real, puis qui commence à rêver du Milan AC. Ah oui, parce qu'il a beaucoup de rêves dans sa tête, Kylian Mbappé. Un Kylian Mbappé qui laisse le PSG un petit peu comme on laisse son ex ou une ex, sans un petit mot gentil, sans une petite larme un peu humide pour dire bon bah voilà, c'était quand même sympa tout ce qu'on a vécu. On a même l'impression que tout était consommé dans notre dos. De là à parler d'une coucherie extra-conjugale, je dirais pas jusque là pour Kylian Mbappé, mais il était temps que le kid de Bondy annonce sa destination, son futur lieu de vie, sa belle maison, le soleil, le Bernabéu, tout ça. Et ben vous savez quoi, bon vent, merci pour les 5 ans. Oui, je le dis franchement, merci pour les 5 ans, pas pour les 7 ans parce que les 2 dernières années, très franchement, elles étaient un petit peu lourdes à digérer. Oui, mon cher Kylian, c'était un peu compliqué. Et maintenant, je croise les doigts, bien évidemment, pour toi, pour ton avenir, sauf quand tu croiseras le Paris Saint-Germain face au PSG, bien évidemment. Il sera temps de nous faire un match comme face à Dortmund, au match aller et au match retour, pour faire voir que tu nous aimes tant et tant. Allez, c'est parti pour 100% PSG La Tribune. Je vous le rappelle, les pouces, les likes sur YouTube, sur podcast, en téléchargement. Merci de votre confiance. C'est parti. 100% PSG, La Tribune. Hasta la vista, bébé. Kylian Mbappé, c'est terminé. Salut, ciao, bye bye. Il est temps de faire le bilan dans la tribune. On reviendra sur nos bons et mauvais souvenirs de l'attaquant du Paris Saint-Germain. On se demandera ensuite ce qu'il laisse comme héritage au PSG. Rappelez-vous, Zlatan a laissé un héritage. D'autres attaquants aussi. Neymar a laissé des choses. Est-ce que Mbappé a laissé des bonnes choses au PSG? On se posera cette question. On se demandera aussi s'il est dans la catégorie légende du Paris Saint-Germain et si Paris se relèvera de tout cela, de son départ et surtout comment. De ça et de beaucoup d'autres choses, oui, parce que Kylian a eu la très bonne idée de parler il y a tout juste 20 minutes dans des médias, donc on va pouvoir aussi réagir. Sa communication, son rapport avec les fans, les enfants, les ultras, on en parle dans 100% PSG. Je vous présente l'équipe tout de suite. 100% PSG, La Tribune. Qui compose l'équipe du jour? Yacine Amnet de Paris United du Club des 5 et éducateur sportif. Ça fait un CV comme ça, c'est bien allongé. Salut mon Yacine. Salut à tous. Ça va? Ouais, ça va. Bien, Je tranquille. préfère prévenir que je dirais pas merci. Ouais. Je voulais commencer comme ça. Donc. Tu voulais commencer comme ça, toi tu vas pas dire merci. Un homme que quelquefois vous entendez sur l'antenne de France Bleu Paris qui vient nous expliquer les coulisses du Paris Saint-Germain version économie, c'est Pierre Rondeau, économiste du sport, professeur à la Sport Management School. Ça, s'il autour te de la table, plaît. voilà, Avec une petite pointe d'accent. ça pose un peu le bonhomme. Bienvenue Pierre pour ta première dans cette tribune et ouais. bienvenue. Nouveau transfert, Mercato, C'est France ça. Bleu, voilà, me voilà dans cette équipe. Bienvenue. Merci Bruno, merci à toutes et à tous. Et merci d'être avec nous et tu vas bien sûr nous écairer sur la partie économique parce que c'est vrai que le départ de Kylian Mbappé, ça va avoir des conséquences pour le Paris Saint-Germain sur le côté positif, mais aussi certaines choses négatives. Les ventes de maillots, il va falloir s'accrocher à Kanguinli désormais pour espérer vendre un maximum de maillots et rattraper le retard. On y reviendra. Alexandre Aflalo, grand copain de Pierre Rondeau, mais aussi surtout journaliste au Parisien. Salut Non, Alex. moi, je suis surtout ami avec Pierre Rondeau. D'accord. Très Oui, bien. c'est bien. Ça, c'est bien. Et oui, accessoirement, journaliste au Parisien. Salut Bruno. Salut tout le Alex, monde. bienvenue. Et enfin, Romain Bédouc de France Bleu Paris du Club des 5. Salut Romain. Salut à tous. Je renifle énormément. Oui, C'est le pollen. c'est le pollen. Bah oui, Voilà. 2 jours de beau temps et il est pas bien. Enfin, tu vois, N'allez pas voilà. penser que je suis en jours. train de chialer. 2 jours de beau temps, 1 jour et demi. 1 heure, excusez-moi. N'allez pas penser que je suis en train de chialer parce qu'il y a une nouvelle qui est tombée hier soir. Non, c'est le pollen. C'est pas ça. En tout cas, les amis, c'est fait. Kylian Mbappé s'en va, 25 ans. Il a décidé de signer avec le Real Madrid. C'est un secret de polichinelle. On le savait, on l'avait tous compris, bien évidemment, depuis bien longtemps. C'était son rêve d'aller au Real Madrid. Il va s'engager pour 5 ans. On reviendra sur l'histoire du contrat qui n'a pas encore complètement été dévoilé. On rappelle qu'il a passé
cette saison au Paris Saint-Germain, qu'il a marqué 256 buts, qu'il a fait une finale de Ligue des Champions, 2 demi-finales de Ligue des Champions. C'est le seul trophée qui lui manque avec le PSG. Sinon, il a remporté 15 titres avec le Paris Saint-Germain. C'est toujours important, bien évidemment, de le rappeler pour celui qui a marqué les 7 dernières saisons du PSG. Autour de cette table, les amis, petit tour de table. Il n'y a pas de j'aime pas. Il va y avoir plutôt un souvenir, bon souvenir et mauvais souvenir. J'ai envie de savoir un petit peu ce que vous retenez, comme ça, une image qui vous revient, positive ou négative pour Kylian Mbappé. J'attaque avec toi, Alex. Ton point, voilà, positif ou négatif qui te revient comme ça pour Kylian. Partons sur du positif un petit peu avant de peut-être d'être un peu grinçant. Ouais, en point positif, bon, il y en a un qui me vient comme ça, c'est peut-être son quadruplé contre Lyon. Où il y avait cette espèce de sentiment où il marche complètement sur l'eau. Je pense que c'est sans doute le meilleur Mbappé qu'on a vu au PSG cette saison-là. Ouais. Où il marche complètement sur l'eau. Il rentre. Je me demande s'il rentre pas en jeu d'ailleurs dans ce match-là. Peut-être me rafraîchir la mémoire, mais il rentre en jeu. Je crois que c'est ça. Ouais. En 13 minutes, le mec il froisse complètement l'Olympique Lyonnais. Enfin, c'était assez indécent. Donc ouais, je dirais ça. Puis ça montrait un peu aussi, je trouve, l'étendue de sa palette, de son efficacité, des choses que j'ai l'impression qu'on a un petit peu perdu avec le temps. Mais voilà, on va pas commencer tout de suite avec les regrets. Mais oui, je garde cette image-là parmi tant d'autres évidemment, parce que en cette année, il y a quand même eu quelques beaux souvenirs. Ouais, on se rappelle, hein, c'est avec ce quadruplé effectivement où il massacre cette équipe de l'Olympique Lyonnais. C'était le 7 octobre 2018 pour ce quadruplé en 13 minutes pour Kylian Mbappé. C'est vrai que sur ces performances sportives-là, à cette époque-là, Romain, on peut le dire. Non, mais même pas que à cette époque-là. Il a martyrisé certains clubs de Ligue 1. Voilà. Il y a des Lyon, c'était son plat préféré. L'Olympique Lyonnais notamment, mais même Marseille. Il a inspiré la crainte, comme les plus grands ont inspiré la crainte à ces clubs-là, comme Zlatan l'a inspiré, comme Neymar l'a inspiré sur ses premières années. Et ça, on pourra jamais lui enlever. C'est vrai que dans les gros matchs de Ligue 1, il y avait un moment Mbappé et c'est vrai que ouais, Lyon, moi j'ai pas mal de supporters lyonnais qui me disent on est plutôt heureux. On est plutôt heureux qu'il soit plus là parce que c'était 1 voire 2 buts automatiques face à eux. C'est marrant, hein, les grands joueurs. On se rappelle que Zlatan, son grand truc, c'était de martyriser, de massacrer Saint-Etienne. Voilà, Saint-Etienne, c'est ouf. Mettre des droites à Rushier à chaque fois. Mais littéralement pour le coup, littéralement. C'était. On dira juste que Anthony Lopez aurait dû mériter bien évidemment face à Kylian Mbappé un carton rouge par rapport à son agression. Voilà, c'était quand même un grand massacre ce jour-là. C'était percuté avec Kylian Mbappé. On continue notre tour de table et je viens vers toi, Yacine. Un bon, mauvais souvenir, on part sur quoi? D'abord, je vais en faire un bon. Parce qu'après, j'ai 55 minutes de mauvais. Non, mais son trip à la Barcelone, parce que c'était Barcelone, parce que c'était la Ligue des Champions, parce qu'on attendait ce match-là, même si c'était pas la meilleure période du foot, parce que c'était à huis clos, etc. Mais voilà, ce triplé, il était retentissant. Voilà, par rapport à l'adversaire, par rapport au contexte, par rapport aussi à ce qu'on attendait d'Mbappé, il y avait des absents, etc. Et ce jour-là, il a montré quand il a décidé de jouer et de courir et de prendre un peu de la profondeur qu'il pouvait faire de grandes choses. J'ai eu la chance de le faire ce match. J'étais au stade. Voilà, c'était bien sûr période Covid. C'était donc toi le spectateur de ce match. Le spectateur. Non, mais c'est celui qu'on entend crier au loin. C'est un souvenir de fou. C'est un stade vide, 100 000 places. Où tu vois ce type marcher sur l'eau. Il les a massacrés. Pierre, c'est vrai que c'est l'un des grands souvenirs de Kylian Mbappé sportif. Mais, oui, de fait. Et comme il est resté 7 ans, j'imagine qu'on a plus de 3-4 bons souvenirs avec lui. D'ailleurs, heureusement, il est resté 7 ans. Heureusement qu'on a beaucoup de bons souvenirs. Moi, si je vais en retenir qu'un, mais c'est peut-être mon prisme d'économiste, c'est son arrivée au PSG. Voilà, c'est quand même le joueur français le plus cher de l'histoire. Il est arrivé au PSG en venant de Monaco pour 180 millions d'euros, 150 plus 30 millions de primes. C'est quand même, on parle à chaque fois, l'arrivée de Zlatan, c'est la nouvelle ère, l'arrivée de Thiago Silva, de Cavani, des Qataris avant. Mais effectivement, en 2017, c'est Neymar, 222 millions d'euros, et Mbappé, 180 millions d'euros. Là, vraiment, on marque le coup. Et son arrivée, on s'étonne même. Moi, je me rappelle à l'époque, on était les premiers étonnés à voir débarquer un jeune poussin de Monaco pour ce prix-là. On ne s'imaginait pas que ça allait devenir le joueur qu'il est devenu, qu'un an plus tard, il allait remporter la Coupe du Monde, qu'il allait marquer l'histoire finalement du PSG. On aura beau le critiquer aujourd'hui, il a tout de même marqué l'histoire. Donc oui, moi j'ai envie de me souvenir aussi de son arrivée et l'impact qu'il ait pu avoir sur, au-delà même du côté sportif.
il a donné un signal. Le PSG a pu montrer au monde entier qu'ils sont prêts à dépenser, à sortir le chéquier et à dépenser autant d'argent sans être derrière, d'ailleurs, sanctionné par le fair play financier ou par la concurrence européenne. Et je vois qu'Alex, il a envie d'intervenir. Non, mais on se fait des petits signes dans l'émission, t'inquiète, Pierre, mais il veut rebondir sur ton propos. Je veux rebondir parce que du coup, c'est vrai qu'il y a un autre. Je veux pas marcher sur les plates-bandes de Romain parce que je sais pas ce que sera ton bon souvenir. On a gardé chacun nos souvenirs. Voilà, mais c'est vrai que pour moi, je trouve qu'un autre très gros moment fort de ces 7 ans au PSG, c'était l'annonce de sa prolongation. C'était pas ça mon souvenir, t'es tranquille. Non, ça va. Formidable. Parce que l'annonce de la prolongation avec le communiqué où il remercie le Real Madrid dedans. Ça effectivement c'est une petite tâche dans le paysage, mais c'est vrai que en fait ce truc où pendant 6 mois on a vécu dans l'espèce de feuilleton permanent quotidien de va-t-il partir, va-t-il rester, va-t-il signer au Real Madrid, etc. Et puis en fait alors évidemment ça a été le point de départ de beaucoup de choses derrière dont on va longuement parler, j'imagine. Mais en fait, sur le moment, cette espèce de victoire-là, très symbolique, et l'espèce d'euphorie, la présentation, le fameux maillot 2025 au parc, c'était contre Metz. 2020 combien 25, oui, 25. 25, d'accord. Oui, parce qu'en fait, il lui reste un an de contrat à Kylian Mbappé. Quelle année, là Mais déjà 2025. C'était le 21 mai 2022, ce dont tu parles. C'est ça. Ça va être cool, la Coupe du Monde l'année prochaine, ça va être sympa. Mais donc voilà, ça reste un moment, alors évidemment, qui encore une fois a été le point de départ de beaucoup de choses qui n'ont pas forcément été positives derrière. Mais un moment, je trouve, où il y a eu, où je me souviens de l'ambiance au parc ce jour-là et que ça avait été l'euphorie absolue quand on se rend compte que Kylian Mbappé va rester et que c'était resté un secret jusqu'à relativement tard en plus. Genre, je pense que la veille au soir, on a commencé à avoir un peu des bruits parce qu'il tournait la vidéo, etc. Machin. Mais voilà, donc c'était quand même un souvenir. Je rebondissais sur ce que disait Pierre. Yacine, on peut quand même se féliciter que le Paris Saint-Germain ait réussi à garder ce joueur-là parce que les Tchouaméni, ça me vient comme ça, mais tous ces joueurs qui sont eux partis, lui, quand même, a été au PSG. Oui, je sais, mais il faut quand même se le rappeler. Non, mais c'est vrai. Au moment de 2017, à ce que rappelle Pierre, et finalement à la prolongation, bon après derrière, les 2 ans qui sont passés derrière étaient un peu plus compliqués, mais voilà, avec tout ça, Paris a réussi à le faire venir et à le garder. Oui, clairement, parce que à ce moment-là, il y a quand même le Real qui était en pôle déjà. Et Paris réussit à inverser la tendance et à le faire signer parce que c'est un jeune Français. Je pense qu'ils ont surtout bénéficié du fait qu'il avait, lui, envie de marquer le championnat de France avant de partir. Mais tant mieux, ils ont profité de la petite porte ouverte et ils ont réussi à la récupérer. Et bien sûr que c'était un bon signal parce que nous, on a trop l'habitude en France, finalement, de voir les joueurs partir. Alors, il avait fait que 6 mois finalement de professionnalisme. Mais malgré tout, il avait marqué en 6 mois les esprits. Et nous, on a trop l'habitude de voir en fait les joueurs français qui veulent passer un palier très vite aller vers l'étranger. Donc, ça surprenait un peu tout le monde, même si on peut toujours ramener ça à l'argent, etc. Mais malgré tout, le signal était quand même fort de dire on est capable de garder un joueur français qui en devenir, mais qui ne veut pas rebondir tout de suite à l'étranger, qui va d'abord passer par chez nous. Et d'ailleurs, on signale à des garçons comme Désiré Doué ou l'autre, s'ils ont envie de faire ce passage-là, bien sûr, du côté du Paris Saint-Germain, ils sont les bienvenus. Bradley Barcola aussi a fait la même chose, qu'ils n'hésitent pas, bien évidemment. Mais c'est un truc très rapidement que j'ai toujours envie à l'Allemagne, où il y a une culture de l'ascension locale qui est très forte, où en fait les jeunes vont être très forts dans un petit club, puis vont aller au Borussia Dortmund, puis vont aller au Bayern, etc. Moi j'ai toujours envié cette espèce de chauvinisme allemand. Moi j'aime bien l'exportation aussi. Oui, non, mais j'aime bien avoir des joueurs de mon pays, tu vois, des Allemands qui arrivent à s'exporter. Il y a un juste milieu, si tu veux. C'est-à-dire que entre tous tes talents qui s'en vont et puis tous tes talents qui restent, moi il y a le juste milieu où j'aimerais bien me retrouver aussi, où t'arrives quand même à conserver tes talents, quoi. Mon Romain, toi. Tu veux quoi, le bon ou le mauvais? Vas-y pour un mauvais, histoire de mettre une petite. Un mauvais. Voilà. Wow. Et après je vous le dis, parce que cette émission elle va partir un petit peu dans tous les sens. On a la chance d'avoir avec nous Pierre Rondeau qui est avec nous. On va faire la partie économie pour commencer. Après, on va écouter aussi Kylian qui a parlé en conférence de presse aujourd'hui. Ça va partir, ça va faire du ping-pong, je vous le dis. Pour l'instant, on termine notre tour de table et après, derrière, on va faire la partie économique parce que Pierre va devoir partir dans une petite vingtaine de minutes et je veux profiter de sa présence pour parler économie. Un mauvais, je vais rester sur le sportif, parce que tout ce qui est extra-sportif, on en a déjà beaucoup parlé, mais Manchester 2019, moi, je m'en suis toujours pas revenu. Pourquoi ? Parce que tu es face à une équipe qui est bien moins forte que toi. Et Mbappé représente toute la faille de ton équipe, en fait. Parce qu'il fait un match... mais tu regardes les compilations de ce match-là,
tu te dis non mais c'est pas possible qu'il ait fait si peu techniquement dans un match aussi important avec un PSG qui avait une avance au Parc des Princes en 8e de finale face à une équipe qui avait Greenwood à l'époque qui devait se faire floquer son maillot à la boutique du Parc, quoi. Donc on était dans une configuration où c'est un énorme échec du nouveau PSG Neymar-Mbappé. Et dans cet énorme échec, on a Neymar qui est absent et on a Mbappé qui est présent, mais on se demande s'il n'aurait pas dû être absent ce jour-là. Et vraiment, cette prestation-là, elle m'avait marqué parce que c'était une des premières vraies prestations où on se disait Mbappé a des failles. Mbappé n'est pas forcément toujours extraordinaire. Et à l'époque, en 2019, il vient d'être champion du monde, il est dans la course à la précocité pour à peu près tout. Et là, on se dit, non, en fait, il y a un premier accro. Mais c'est quel accro c'était? Moi, je me souviens de ce... Quand on entend Buffon qui reparle de cette année-là, où il dit que c'est peut-être l'effectif pour lui qui était le meilleur dans toute sa carrière, qui était le plus proche, en tout cas, de gagner une compétition comme celle-là, tu te dis... il y avait la place. Il y avait la place cette année-là. Et quand on sait que voilà, ça a été mal préparé, ce match a été mal préparé, et puis il y a cette prestation de Mbappé, c'était très difficile. Pierre, c'est justement ça qui va ressortir assez régulièrement, c'est que finalement, le seul rendez-vous vraiment raté sportif entre Kylian Mbappé et le PSG, c'est cette Ligue des Champions. On dira pour tous les joueurs qui sont passés par le Paris Saint-Germain depuis l'RQSI. On dira qu'à chaque fois qu'une superstar arrive au PSG, que ce soit pour Zlatan Ibrahimovic, pour Edison Cavani, pour Neymar c'est pareil, pour Messi aussi et pour Mbappé aujourd'hui, toutes ces stars qui ont signé au Paris Saint-Germain pour espérer qu'enfin le club remporte cette C1. Voilà, ça fait depuis 2011 qu'on l'attend, ça fait depuis 2011 que le PSG n'a jamais réussi à remporter ce trophée. Tout n'est pas la faute de Mbappé non plus. Voilà, avant lui, beaucoup de joueurs ont échoué. Le match contre Manchester, pareil, c'est pas le seul fautif. Parce que si on cherche pareil à dire ou à considérer, effectivement, ce match-là, et ta question est portée sur les mauvais souvenirs, si on considère qu'on est vraiment sur le cas Mbappé et sur ce seul cas individuel, il y a Dortmund. L'équipe à la rigueur se tient, mais il y en a un seul devant qui, tout ce qu'il tente, il le rate, tout ce qu'il essaye, il l'échoue. Voilà, Manchester, à la rigueur, l'équipe entière, et notamment Buffon, n'ont pas réussi à battre Manchester. Alors que. Thilo Kehrer ça me revient comme ça. Pardon, mais voilà, Dortmund, effectivement, celui qui s'écroule littéralement, c'est Kylian. Oui, c'était justement mon. Allons-y, mais oui, en fait, juste pour rebondir sur ce que tu disais, Pierre, je pense qu'il y a, pour moi, la différence fondamentale entre ce qu'ont pu être Zlatan, Neymar, Cavani, etc. et Mbappé, c'est que je trouve que Mbappé, il a incarné le projet PSG à une échelle que aucun joueur n'avait. Parce que français. Oui, parce que français, parce que parisien, parce que aussi toute l'importance qu'on lui a donnée dans ce club-là. Et effectivement, pour moi, c'est pour ça que ça résonne d'autant plus avec surtout le match retour contre Dortmund, parce qu'en fait, voilà, c'est la demi-finale de Ligue des Champions au Parc des Princes, chez toi, ta dernière année au PSG, on le sait tous, et tu passes tellement à travers que c'est impensable en fait de passer autant à travers de ce match. Alors après, évidemment, on en reparlera du coup quand on va écouter les extraits de la conférence de presse qu'il vient de donner. Je pense qu'il y avait aussi beaucoup de circonstances autour, toute cette situation autour qui a pu le perturber. Oui, le Paris Saint-Germain n'a pas été des plus classes non plus. Je pense que voilà, on tiendra les comptes encore très longtemps sur cette histoire parce que je pense que ça va encore durer pendant très longtemps et on nettoiera les pots cassés pendant encore très longtemps de la relation entre le PSG et Kylian Mbappé, je pense. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est vrai que sportivement sur le terrain, je n'arrive toujours pas à comprendre ce match contre Dortmund, le retour. C'est vrai que Dortmund, je l'ai dit dans les titres, effectivement, ça va nous marquer un long moment. Et finalement, on a cette image toutes et tous de Kylian Mbappé sur le dernier ballon en profondeur. Je crois que c'est Asensio qui lui envoie qui glisse. C'est un joli petit ballon et lui glisse. Et finalement, c'est un peu à l'image de cette fin de saison pour lui, entre lui et le Paris Saint-Germain. Yacine, pour terminer ce tour de table, et après derrière, on passe à la partie économie sur ce PSG. Est-ce qu'on va s'en relever et surtout comment on s'en relève parce qu'on a Pierre avec nous. Ton mauvais souvenir, on va dire Qu'est-ce qui te revient là comme ça? Moi, c'est toutes les fois où il s'est pris pour un autre, en fait, où il n'a pas joué avec ses qualités, où il a décidé de faire des contrôles de la semelle, où il s'est pris pour un technicien, où il s'est pris pour un numéro 10. En fait, c'est tout ce que j'ai détesté d'Mbappé parce qu'à un moment donné, on doit jouer avec ses qualités. Tu as le droit de vouloir évoluer, progresser dans certains domaines, mais tu ne peux pas te prendre pour un autre joueur. Et je l'ai souvent dit. Moi, ce qui me dérange, c'est pas les stats, etc. Mais
En fait, s'il avait joué sur ses forces, il ne serait pas à 45 buts par saison, il serait à 60, 70. Mais comme il a voulu montrer que c'était... Alors, c'est peut-être aussi un peu de la faute des médias qui, des fois, disent il joue que sur sa vitesse. Hein, et que lui, ça ne lui plaisait pas. Mais en tout cas, à un moment donné, je pense que tu dois jouer avec tes qualités. Et lui, trop de fois, dans plein de matchs, qu'il a sauvé justement par un but, bah, en fait, il s'est trompé de football. Et ça t'a gêné? Ouais, moi, ça me dérange vraiment en termes d'état d'esprit, en termes de collectif. C'est-à-dire qu'il était dans sa partition individuelle plus que dans le collectif, encore une fois. Romain, tu veux réagir au propos d'Yacine? Parce que en fait, dans le storytelling, et je crois que le storytelling est un peu important pour Kylian Mbappé, je peux me tromper, mais je pense un petit peu. Dans le storytelling, le profil de Kylian Mbappé n'est pas incroyable. C'est-à-dire que on n'est pas sur un joueur fantasque, on n'est pas sur un joueur qui fait se lever les foules par un geste, peut-être par une accélération par moment, il impressionne. Il passionne quand même. Mais le style de joueur de Kylian Mbappé, le style qu'il est, n'est pas le style le plus vecteur de je sais pas, de passion. Ouais, de passion, c'est le bon mot. Mais lui, il aimerait ça. Et il y a eu toute une période effectivement, Yacine a raison de le dire, il y a eu toute une période où il y avait une forme de complexe de dire il faut que je fasse du Neymar, il faut que je fasse un truc que je montre que je suis capable. Regardez, moi aussi je peux faire des roulettes, regardez, moi aussi je peux essayer de créer du jeu, je me mets à l'intérieur. Non, c'était pas ton style, Kylian. Et c'est pas le dénigrer de dire ça, parce que son style, là où il excelle, il est un des meilleurs du monde, et il arrive à faire justement d'avoir les performances d'un des meilleurs du monde. Mais c'est pas le titre. En fait, c'est pas le titre qu'il voulait pour son storytelling. Lui voulait être le joueur à tout faire, le joueur beau, le joueur. Et donc, je trouve qu'il a un peu changé par la suite. Il a un peu rectifié. Il est revenu à sa base. Mais il y a eu toute une période, ça a duré 2 ans, où il essayait des trucs qui ne correspondaient pas, quoi. Il voulait créer le jeu alors qu'il avait Neymar et Messi à côté de lui. Il y a un moment. Il faut pas faire ça, Kylian. Justement, c'est parce qu'il y avait Neymar et Messi qui voulaient prendre leur place. Mais non. Il n'y avait pas une osmose, il y avait une concurrence entre les trois. Donc, c'est pas comme ça que ça marche. Qui crée la concurrence, c'était pas les deux autres. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'a jamais marché. En tout cas, ça a marché, si, puisque Messi a quand même été son meilleur distributeur de bonbons et que Neymar a quand même fait des sacrés passes pour lui. Mais effectivement, ça n'a pas été la grande osmose à chaque fois pour les trois. Voilà pour nos souvenirs. Et désormais, je vous l'ai dit, dans cette émission, on va vous parler de, bien évidemment, Kylian Mbappé, son héritage, de savoir un petit peu aussi, nous, désormais, comment on va s'en relever. Et on va en parler pour le Paris Saint-Germain, parce qu'on le rappelle, Pierre Rondeau est avec nous, économiste du sport, qui va pouvoir nous dire un petit peu comment ce PSG va s'en sortir, ou en tout cas, est-ce que le PSG peut se relever d'un départ pareil? Parce que, Pierre, tu le disais tout à l'heure, Messi est parti, Neymar est parti, et donc Mbappé, désormais, c'est fini, c'est terminé. Il va du côté de Madrid, meilleur vendeur de maillots, gros salaire, 72 millions d'euros net par an. Ça, sur les deux... Brut, d'accord. C'est brut, et tu as le super brut avec les cotisations patronales. Au total, le PSG va économiser 120 millions d'euros de salaire. D'accord. Parce que tu as le brut et le super brut et les cotisations patronales. Et voilà, son départ, est-ce que tu disais, oui, est-ce qu'il va s'en remettre? Est-ce que le club va s'en remettre? Ce qu'on peut considérer, si on veut voir le verre à moitié plein, c'est déjà de préciser que le PSG va économiser la dépense de 120 millions d'euros de salaire par an, et va-t-il économiser effectivement le non-versement de la prime? En tout cas, il y aura de l'argent de côté qu'il va pouvoir réutiliser pour des investissements si sportivement il veut trouver un remplacement, il veut trouver une nouvelle stratégie, une nouvelle façon de faire. Tu as la question, va-t-il se refaire économiquement, va-t-il se refaire sportivement? Les deux sont liés parce que l'économique vient avec le sportif et le sportif vient avec l'économique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas s'inquiéter. Hein. J'avais comme ça, depuis l'annonce de son départ, beaucoup de gens qui m'ont interpellé me disant voilà, c'est une catastrophe pour la France, une catastrophe même pour les impôts. Il n'y aura plus les taxes et les impôts payés par Mbappé, une catastrophe pour le club, pour la Ligue 1. Alors, oui et non, attention, il faut savoir raison garder. On peut se poser la question, quid des droits TV notamment qui vont se renégocier sans ce joueur, quid du club. Les contrats sponsoring ont déjà été signés, le contrat équipementier a déjà été signé, les contrats partenaires ont déjà été signés. Donc on ne va pas s'inquiéter sur des conséquences cataclysmiques pour le club avec le départ de Mbappé. Et en plus, on va rembourser on va faire l'économie de son salaire. Maintenant, ce qui va compter,
c'est sportivement, et là vous serez les mieux placés pour, les mieux placés pour en parler, sportivement, comment le PSG va se reconstruire, va se refaire, et va apporter la même stature sportive sans ce joueur, pour pouvoir derrière répondre aux exigences économiques. Parce que tu disais vendre des maillots, pour vendre des maillots, il faut aussi gagner des matchs. Si tu te fais sortir en phase de poule de Ligue des Champions et tu termines 5e de Ligue 1, tu n'es pas sûr de vendre beaucoup de maillots. Idem pour les sponsors, idem pour les partenaires. Donc tu as les contrats. Maintenant, ce qui va compter, c'est l'argent que tu récupères, comment tu le réinvestis sportivement. Yacine, tu veux réagir par rapport à un propos de Pierre? Ouais, il y a deux choses. La première, c'est déjà rétablir une vérité, c'est que la vente des maillots, elle est importante, mais elle est importante pour négocier le contrat. Elle n'est pas importante en termes de retombées. Oui, Quand tu vends un maillot, ça pèse assez peu. ça pèse assez peu dans les revenus. T'as rien, t'as 8 euros de donner voilà, au PSG. Ouais, c'est ça. En fait, Nike paye justement pour pouvoir après récolter l'usufruit de ton prochain contrat sera important, mais Oui, c'est pas ça. la vente de maillot en tant que telle qui. C'est rembourser un transfert avec la vente de maillot, ça n'existe pas. Voilà, on explique souvent ça. Déjà, c'est pas... La deuxième chose, c'est que le PSG a installé une marque quand même. Et aujourd'hui, dans le monde entier, on porte des tenues PSG en termes de voilà, casual, quoi. On s'habille PSG pour sortir dans la rue. Et ça aussi, c'est quelque chose de très important parce que justement, nous, on se plaint souvent on va dire les historiques sur les maillots. Moi, je l'ai toujours dit, le maillot domicile, ça doit être le vrai, à la limite le maillot extérieur. Après, amusez-vous avec tout, parce qu'en fait, c'est ça qui marche avec les gens. Donc ça aussi, et ces tenues-là, elles sont installées, donc la marque, elle est installée. Après, comme l'a dit Pierre, les contrats sont signés pour une certaine durée. C'est en fait ce qui va se passer aujourd'hui en termes d'image, en termes de collectif, en termes de résultats, qui va continuer à te faire exister. Parce qu'effectivement, si tu sors par exemple de la Ligue des Champions les 2 prochaines saisons en phase de poule, bon, là, ça va être compliqué. Mais pour l'instant, tu existes. Quoi qu'il arrive, sans Mbappé, tu existes en fait dans le monde. Donc c'est sur ça qu'il faut continuer à travailler. Oui, Alex. Et pour compléter ce que disent mes deux brillants collègues, j'ajouterais qu'il y a quand même, il me semble qu'il y a un poste de revenu qui inquiète le PSG plus que les autres, parce que c'est un des postes les plus importants, qui sont les revenus billetterie, les revenus stade. Moi, je sais que par exemple, une des premières conséquences de l'arrivée de Messi au PSG, ça a été l'explosion immédiate et totale du prix des places en loge et des abonnements en loge à l'année. Des informations que j'ai pu avoir par la suite, il me semble pas que ça ait baissé avec leur départ, ni avec le départ de Messi, ni avec le départ de Neymar. Maintenant, est-ce que ça va changer les choses avec le départ d'Mbappé ? Je sais pas. Et pour rejoindre ce que disait en fait Yacine, c'est que en fait aujourd'hui la marque PSG est tellement installée, le fait d'aller au Parc des Princes, c'est tellement quelque chose de premium, c'est tellement une expérience qu'on veut offrir à des clients, à des salariés, etc. Qu'en fait le Parc des Princes reste un endroit où en fait on génère de l'argent et on dépense de l'argent, quoi. Donc c'est 110 millions d'euros par an les recettes. C'est ça. Donc en fait je rejoins en tout cas ce que disait Pierre. Je ne pense pas que économiquement le PSG va chuter, quoi. Pierre, juste une chose. D'accord, dans le modèle économique, j'entends que pour l'instant, il y a une stabilité, que la marque PSG, etc. Mais ce Paris Saint-Germain, c'est quand même construit sur les stars, sur au moins avoir une tête de gondole qui vient attirer les gens. Et voilà, de Javier Pastore à Zlatan Ibrahimovic, en passant par Cavani ou qui tu veux, tu as toujours eu des noms. Et même avant, on a oui, c'est ça. Ronaldinho, Rai, Suzik, toujours été. Dans ce modèle économique, tu as besoin de ça quand même. Toute la question est de savoir comment, effectivement, là au mercato, est-ce qu'une star va arriver et quid de la star ? Et quelle star ? Et qui aujourd'hui a l'envergure d'une star comme Mbappé pour le remplacer au Paris Saint-Germain ? On parle de beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de gens qui se demandent qui sont ces noms annoncés par la presse, peu de gens les connaissent, mais au-delà de ça, parce qu'on peut aussi poser la question comment expliquer l'aura et la performance et la puissance de Mbappé, c'est ce que disait d'ailleurs l'équipe ce matin, aujourd'hui sur le marché des superstars, si je peux dire, il n'y a plus Messi, il n'y a plus Ronaldo, mais qui reste ? Ah bah il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde. À une époque, on avait effectivement Zlatan Ibrahimovic, on avait Edinson Cavani, on avait des stars qui pouvaient se positionner à la fois sportivement et médiatiquement. Aujourd'hui, si tu as ce modèle économique qui est basé sur le star system et que tu veux le maintenir pour le Paris Saint-Germain, toute la question va être de savoir qui aujourd'hui peut venir concurrencer Mbappé sur la question du star system. Et est-ce que ce marché des superstars, aujourd'hui, avec en plus la concurrence de l'Arabie Saoudite, ne commence pas à péricliter quelque peu en Europe ? Mais il n'y a plus que... Non, mais après, en termes de... Romain. Si on parle d'économie et de sportif, si on arrive un peu à combiner les deux, avec le salaire de Mbappé, tu as 5 très très bons joueurs, à peu près. Si on estime qu'un très bon joueur gagne 12-15 millions d'euros par an, avec 72, tu en as 4 ou 5. Tu as 2 très grands joueurs, très grands joueurs qui peuvent venir avec ce salaire-là. Donc,
la question, ça va mais être tu paieras comment toujours l'espèce de taxe Ligue 1 parce que tu vas le faire venir en Ligue 1. Oui, mais tu as surpayé. Après, tu as surpayé pendant des années, donc tu vas pas. Oui, tu vas pas t'arrêter. Quand tu dis qu'un joueur, un très bon joueur, est payé 12 millions d'euros pour qu'il vienne, par exemple, s'il doit prendre 18 à la place de prendre, s'il doit prendre 18, tu peux en prendre 4. Tu pourras en prendre 4, tu vois. Donc c'est. On écoute. Donc on est sur un système, où sportivement, tu vas chercher un Phil Foden par exemple. Phil Foden est une star en puissance. Voilà, il a 24 ans, il est à faire de l'âge. Ça se trouve, ça peut être ta star system. Il y en a plein, on peut en trouver plein des mecs comme ça. Il y a tu vas chercher, ça se trouve, Vinicius dans un an. Bah ouais, ça peut être une star. Tu vas chercher un Argentin qui va briller à la Coupe du Monde. Je te coupe, je comprends pas pourquoi on l'a pas fait. Le coup Vinicius, de Florentino Pérez qui vient il aime trop le Real. Et tu vas chercher un peu 2-3 cris racistes, en Espagne. Une embrouille un peu avec Kylian et puis voilà, tu sais pas. Mais voilà, depuis le début, c'est un sous-marin en fait. On l'envoie là-bas pour qu'il revienne chez nous. Pierre, pardon. En fait, au début, c'était de t'écouter toi. Mais mon Romain est parti après le film. On revient sur ton propos où tu dis c'est quoi la taxe Ligue 1 Je comprends pas ce que tu veux dire. Non, je l'ai inventé la taxe Ligue 1. Pour comprendre. Pierre est économiste à la base, donc il invente des choses. Mais simplement, c'est vrai que c'est notoriété publique de considérer que pour inciter à ce qu'un joueur étranger vienne en France, s'il a joué en Première Ligue, en Serie A, en Ligue 1, en Bundesliga, on va le dire viens jouer en Ligue 1 française, Ligue 1 McDonald's. Il va se dire bon. C'est vrai. Ça va s'appeler McDonald's. Oui, il faut le dire. Il faut le dire d'ailleurs. J'avais oublié. Il faut le dire. Et donc voilà. Et en plus, les impôts. Alors on va toujours y revenir sur ce même sujet, mais les taxes, les cotisations sont plus élevées en France qu'ailleurs. Donc à un salaire net équivalent, le brut sera forcément plus élevé. Tu rajoutes à ça la notoriété de la Ligue 1 française. Tu rajoutes à ça sa réputation. Tu rajoutes à ça sa compétitivité. Donc oui, on l'a souvent dit, les joueurs qui acceptent, étrangers, je parle, qui acceptent de venir jouer en Ligue 1 française, sont toujours quelque peu hésitants. Alors, Alex avec toi, et ensuite après Romain. Moi, c'était juste une petite phrase sur les impôts, parce que je me rappelle de la phrase de Alex. Vous vous rappelez, Alex, le grand défenseur, etc. Quand pendant la campagne de présidentielle de 2012, on lui avait posé la question, mais vous, la possible... C'est 75%. Ouais, la possible réforme, là, 75% des impôts, ça vous gêne ou pas? Il avait répondu, vous savez, moi... sur mon contrat, c'est écrit en net. Donc là-dessus, pour moi, il n'y a pas de problème. Oui, Alex. Moi, juste un petit mot aussi sur le fameux Star System. Je crois aussi, et je trouve que la Ligue 1, pour le coup, on est un très bon exemple, que les stars, ça se fabrique aussi. Les stars, ça se fait. Quand Kylian Mbappé il arrive au Paris Saint-Germain pour 180 millions d'euros, il a 17 ans, c'est pas une star. C'est un très gros transfert, c'est un très gros prospect, c'est pas une star. Quand Marco Verratti il arrive au Paris Saint-Germain pour 11 millions d'euros, c'est pas une star. Quand Warren Zaïre-Emery, à la fin de la saison dernière, il sort du centre de formation du PSG, c'est pas une star. Aujourd'hui, le joueur il y a une étude notamment qui est sortie récemment du cabinet de Football Benchmark, qui sortait son étude. Non, pardon, c'était même pas en plus. C'est le CIS aussi. C'est le CIS aussi. Non, pardon, c'est le CIS. Je m'en mêle les pinceaux. Le CIS qui a sorti sa dernière étude sur la valorisation des joueurs. Le joueur le plus cher de l'effectif du PSG, c'est Warren Zaïre-Emery. Parce qu'il a prolongé son contrat. Il a prolongé son contrat, mais aussi parce qu'il a une valeur intrinsèque et il a un potentiel star aussi qui est énorme. Je pense qu'aujourd'hui, le visage de la suite du projet du PSG, ça peut être effectivement une star que tu recrutes, mais encore une fois, si tu recrutes Victor Osimhen, si tu recrutes Bernardo Silva, tu n'auras pas l'aura d'un Kylian Mbappé, et c'est une évidence absolue. Parce que ça, on le perd, ça quand même. Oui, mais de toute façon, personne ne l'aura. Et puis juste un dernier mot, encore une fois, peut-être que ça va mettre 2-3 ans, mais peut-être que aussi la future star du PSG, on la connaît pas encore, on n'en mesure pas encore son potentiel. Et tu auras la patience ou l'impatience des dirigeants, et après tu auras le contre-exemple de la saison 2016-2017, qui était la première finalement sans star. L'après Zlatan et l'avant Neymar. Oui, il y avait Di Maria, effectivement. Et Cavani aussi. Et Cavani, mais c'était l'après Zlatan, c'était l'après Zlatan et l'avant Neymar. Oui, vous pouvez le dire, Grégor Krychowiak, on s'est régalé. Voilà, on a ce genre de pari qui est fait par les Qataris, qui sont très... Alors, est-ce qu'ils sont encore impatients sur cette C1 et sur cette volonté voilà, la question qu'il faut se poser, c'est aujourd'hui qu'est-ce que veulent les dirigeants parisiens. Tu l'as dit, la marque a été construite. Maintenant, le club est valorisé à 4 milliards. Ils ont le projet d'un stade, ils ont le projet d'un développement à l'international. Qu'est-ce qu'ils ont de plus à gagner si ce n'est le sportif? Et sportivement, comment tu fais? Est-ce que tu mises sur des jeunes, des espoirs, des paris, sur des stars qui ont confirmé? À quel prix? Voilà, effectivement, tu auras l'argent économisé du salaire de Mbappé.
tu pourras effectivement acheter soit une dizaine de joueurs en devenir et des paris sportifs, soit 2 stars qui viendraient remplacer Mbappé. Tu économises 120 millions d'euros. Ok, mais qu'est-ce que tu fais avec? Et pourquoi? Pour quelle raison? Pour une marque, pour un projet sportif, pour vendre des maillots, pour vendre des maillots sur le territoire nord-américain, pour aller faire des tournées en Asie, ou alors pour remporter une 13e ou 14e Ligue 1 et sortir en 8e de finale de Ligue des Champions. Donc, ça dépendra du projet des dirigeants. Yacine, qu'est-ce qui te plaît, toi, comme projet? Tu veux 2 stars ou tu veux des prospects plus qui nous feront rêver et qui vont faire une vraie équipe? Je veux savoir la réponse. Une vraie équipe, parce que de toute façon, moi, je pense qu'aujourd'hui, là, tout de suite, en dehors d'Mbappé, il n'y a plus de stars au sens propre du terme, parce qu'on a des stars du foot, c'est-à-dire que les suiveurs du foot connaissent plein de joueurs, mais par exemple à Manchester City, un joueur qui a une aura qui dépasse le football, il n'y en a pas. À Liverpool, il n'y en a pas. Dans plein de clubs en Europe, il n'y en a pas. À Barcelone, il n'y en a plus. Ce sont des stars du foot, mais qui dépassent le football, il n'y en a plus. Voilà, on a eu plein de joueurs dans l'histoire qui ont dépassé ça. Mbappé, c'est un des derniers. Ronaldo, Messi, etc. Zidane même. Mais ça dépasse plus le football. Donc, moi, une star, qu'est-ce qu'on appellerait une star? Est-ce que Kevin De Bruyne, c'est une star? Est-ce que c'est ça aussi? Moi, je pense qu'il faut construire un collectif qui va faire grandir le club en termes de résultats, de régularité, c'est-à-dire que tu deviens un demi-finaliste de la Ligue des Champions régulièrement, parce que c'est ça aussi qui compte. Nous, en France, on n'a pas la visibilité de la Première Ligue. Donc, qu'est-ce qui va te faire exister aux yeux du monde? C'est finalement les demi-finales de Ligue des Champions. C'est-à-dire que si pendant 3 ans de suite, tu vas en demi-finale, au moins aller avec une finale, en fait, en Asie, en Afrique, en Amérique, on suivra les demi-finales de la Ligue des Champions. Et c'est ça qui va te faire exister, parce que les stars du foot, après je rejoins Alex, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a une star qui va émerger et devenir quelque chose. Ça, c'est possible. Pour ajouter à cet argument-là, justement, je rappelle qu'aujourd'hui, il y a un garçon qui vient de gagner la Ligue des Champions avec le Real Madrid en étant unanimement considéré comme le meilleur joueur de cette équipe, qui est Vinicius Junior. Quand il est arrivé au Real, il mettait pas un pied devant l'autre. Il y a des joueurs qui voulaient le boycotter. Non, mais évidemment, il y a eu au moins 3 saisons très, très, très compliquées. Et au final, c'est devenu un joueur d'une grande ampleur. Alors après, encore une fois, c'est aussi l'institution peut-être aussi qui fait ça. C'est aussi peut-être l'environnement. Même cas pour Raphaël Varane d'ailleurs. Raphaël Varane, il est arrivé au Real, il était très très jeune. Il a mis tellement de temps avant de s'imposer, avant de devenir une légende absolue du Real Madrid. Mais voilà, c'est aussi. Je pense que le PSG a pris un virage la saison dernière qui était prenons le temps de construire un projet sain sur des bases solides. S'ils en dévient maintenant parce que Mbappé s'en va, pour moi, ce serait une erreur. En tout cas, on y reviendra bien évidemment dans 100% PSG. La Tribune, le podcast, Iki qui réalise cette émission me dit il y a aussi l'histoire du projet du stade qui peut être dans le modèle économique et comme tu le soulignais tout à l'heure, ça peut être aussi l'un des projets, ça peut devenir la star, le stade. Bien sûr, mais après, moi je l'ai très rapidement, mais par exemple... Oui, parce que j'allais te dire... On peut faire jouer les arrêts de jeu, les prolongations. J'aime ça. Alors, tu sais quoi? Dans cette émission, si tu me parles comme ça, tu vas revenir très vite, on peut prolonger un peu le temps. Voilà. Donc vas-y. Non, mais par exemple, moi j'ai en tête le club de Tottenham. Tottenham, on est d'accord que c'est pas du standing, du high level, c'est du haut niveau. Hein. Bien sûr. Je critique pas le club, mais c'est pas non plus le plus beau club du monde. Les gens dans la rue ne connaissent pas tout l'effectif de Tottenham. C'est le 3e stade de foot le plus rentable au monde. Ils ont un objet stade magnifique, magnifique. Il a coûté 1 milliard. Mais c'est un stade où là-bas, tu arrives 3 heures avant, tu consommes avant, tu regardes le match, tu restes 3 heures après. Tu vis à l'intérieur du stade. C'est un centre commercial, tu as des cinémas, des magasins, des boutiques, tu as un terrain de foot au milieu. C'est quoi? Et voilà, c'est Tottenham. Et le modèle du PSG... Il y a Giovanni Lo Celso qui se balade de temps en temps. C'est vachement bien. Et vraiment, ça peut devenir, effectivement, on disait, voilà, quelle star aujourd'hui dans le foot? Il n'y a plus vraiment de stars qui dépassent les frontières du football. Donc oui, le nouveau projet, le nouveau modèle économique pourrait venir de ce stade, mais je mets un warning, je vous le dis tout de suite. Au Parc des Princes, c'est pas possible. Qui nous écoutent, le Parc des Princes, c'est impossible. Oui, c'est pas si vous voulez un stade de 70 000 places, du standing de Tottenham ou du Real, faut oublier la Porte Saint-Cloud. Au-dessus du périph', c'est impossible. Impossible d'avoir 70 000 personnes qui viennent 3 heures avant, qui restent pendant le match, qui restent 3 heures après. C'est littéralement pas possible. Il faudra partir très loin, mais vous aurez un objet
magnifique. Et voilà, la participation de Pierre Rondeau s'arrête là. Je vois, de nous avoir plombé le truc, pour nous avoir annoncé que c'était fini. Franchement, il peut avoir débat entre le Parc des Princes ou un stade comme Bernabéu, je sais pas. Il peut avoir franchement, il y a débat. Non, mais il peut y avoir juste milieu aussi. Il peut y avoir juste milieu. Et tu sais quoi, on en reparlera et on fera une émission spéciale sur le stade. On invitera peut-être un maire ou deux qui se sont proposés. Pourquoi pas les Sous-Bois qui tentent sa chance. Pourquoi pas Montigny. Voilà, Montigny. Il n'y a pas le maire d'Orléans aussi qui a proposé un truc. Inviter aussi Emmanuel Grégoire, pourquoi pas, de la mairie de Paris pour venir nous en parler. On va essayer de faire tout ça. Invite directement Anne Hidalgo, voilà, tant que tu es. Anne Hidalgo et Nasser Al-Khelaifi, les deux en même temps. Sur France Bleu Paris. C'est ça, les retrouvailles. Pierre, un grand merci d'être passé à la fin du match, effectivement. La première... ta première participation a tellement été bonne que tu es déjà invité pour la prochaine. Tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Merci infiniment. Tu sais ce qu'on va faire? On va faire ça bien. On va s'écouter désormais les conférences de presse de Kylian Mbappé. Tu vas pouvoir partir au moment où on va lancer les sons. Oui, on fait ça un peu à l'ancienne. On est dans un podcast. On fait ce qu'on veut, pour être très clair. Et on est ravis. Je vous rappelle que Yacine, que Romain, que Alex et que Pierre sont avec nous. Merci à Pierre. Pierre Ducrot, non. Pierre, j'embrasse. Pierre n'est plus là. Non, mais Pierre ne sera plus là. Pierre non plus. Pierre non plus. Pierre n'est plus là, malheureusement. Tu me vois plus. Enfin, voilà. Pour la référence, en tout cas, merci Pierre, économiste du sport, et merci d'être venu. Puis, Kylian Mbappé a donc fait une conférence de presse. Il y a une conférence de presse pour l'équipe de France. L'équipe de France qui est du côté de Metz, qui va jouer en amical. Et le capitaine de l'équipe de France s'est présenté avec Didier Deschamps. Il avait des choses à dire, Kylian. Il avait beaucoup de choses à dire. On va en parler, on va l'écouter. Et ensuite, derrière, on va demander la réaction de nos débatteurs. Ça peut valoir son paquet de popcorn, je vous le dis tout de suite. On va écouter Kylian Mbappé sur un premier instant pour parler de ce départ pour aller au Real Madrid. Je crois qu'il est content. C'est un grand soulagement, je suis très content. Je pense que c'est des choses qui se voient facilement sur le visage. Comme j'ai dit, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu, donc je suis très content. Je pense qu'un homme heureux a plus de chances de bien jouer qu'un homme malheureux. Maintenant, il n'y a aucune excuse pour toutes les performances que j'ai eues ou que je vais avoir. C'est juste un sentiment. C'est sûr qu'aujourd'hui, je suis très content. Maintenant, c'est pas parce que je souris que ça va faire gagner des matchs. Il y a un boulot à faire. Toute l'équipe, on doit se préparer, moi le premier. Mais bien sûr que j'apporte de ces matchs sereinement avec bonne humeur et enthousiasme. Voilà, il est très heureux. Un homme heureux joue mieux. En gros, c'est le message qui est passé, Yacine. Alors, je vous rassure, pour ceux qui nous regardent en disant tiens, c'est marrant, il a dit que Pierre partait, mais que Romain restait. Romain a disparu quelques instants. Ne vous inquiétez pas, il va repasser devant la caméra. Mais je me retourne vers toi, Yacine, sur ces premiers mots de Kylian Mbappé qui dit qu'il est heureux de partir du côté du Real. Et soulagé. Ouais, soulagé, donc, c'est vrai, la vie est dure à Paris Saint-Germain. Très dur. Il a vécu l'enfer apparemment. Donc il est soulagé et très heureux. Pour ceux qui le suivent depuis plusieurs saisons et pas qu'au PSG, on n'est pas surpris en fait parce qu'on savait que le PSG c'était qu'une étape et que son rêve c'était le Real, en tout cas jusqu'à là, puisque apparemment ça évolue très vite. Mais voilà, je trouve que c'est pas surprenant. Et en plus, il y a une deuxième chose, c'est qu'avec ce qui s'est passé avec le Real il y a 2 ans, il est obligé aussi de vendre ce truc ou de survendre son émotion d'arriver au Real parce qu'on sait comment les supporters l'ont vécu, comment Florentino Pérez l'a vécu aussi. Il y a un nombre de vidéos de supporters madrilènes en train de le traiter de tous les noms. Exactement. Le train ne passera qu'une seule fois. Voilà. Donc, il n'y a pas de scoop en fait. Il est obligé aussi de survendre cette joie d'arriver à Madrid, etc. Après. Sachez que dans la conférence de presse, il a dit aussi « Je n'étais pas malheureux au PSG ». C'est ça qui est assez contradictoire. C'est d'un coup, il dit « Je souhaite ça à personne ». Et puis après, derrière, au PSG, je n'étais pas malheureux, ce serait craché dans la soupe. Il y a des choses et des gens qui m'ont rendu malheureux, mais il y a des choses que tu ne peux pas montrer parce que j'étais un leader et qu'on ne suit pas quelqu'un qui traîne son spleen. Ce serait un peu bâtard de venir et de cracher, dire que j'étais malheureux au PSG, mais il y a des choses là-bas qui m'ont rendu malheureux. Donc il n'était pas malheureux, mais il y a des choses qui l'ont rendu malheureux. Voilà, mais vous découvrirez ça dans le documentaire qui va bientôt sortir sur une plateforme, un de ces 4 matins. Alex, je te sens dubitatif sur les premiers propos et on va entendre ensuite Kylian Mbappé sur d'autres choses dans cette conférence de presse, dont son bilan de saison. Non, dubitatif, non, pas spécialement.
pour être tout à fait honnête, franchement, je sais pas quoi penser. Je vais pas, pas tellement envie en vrai, de commenter ce qu'il dit au lendemain de l'annonce de sa signature, parce que je trouve que c'est encore, voilà, c'est encore très frais. Et moi, en fait, le seul truc que ça m'inspire, c'est que moi, j'ai vraiment la crainte d'un conflit en fait qui sera pas fini avant un petit moment avec le PSG et qu'ils vont continuer à s'envoyer des pêches et des tomates dans le visage pendant un petit moment. Voilà, enfin là honnêtement, je pense que tout le monde a compris qu'il s'adressait à Nasser Al-Khelaifi quand il disait il y a des choses qui m'ont rendu malheureux, on m'a parlé violemment, Luis Enrique et Luis Campos m'ont sauvé. Enfin, je veux dire voilà, honnêtement, faut pas un master en rhétorique pour comprendre à qui il s'adresse. Honnêtement, voilà, moi, honnêtement, je trouve que c'est une histoire qui a déjà suffisamment fait de dégâts entre guillemets pour tout le bonheur, on va dire, qu'elle a apporté en termes de football, en termes d'émotion, etc. Il y a quand même eu beaucoup de choses de moins plus tristes qui sont passées. Moi, j'ai un peu peur d'un Kylian Mbappé ou en tout cas d'un clan élargi Mbappé et d'un PSG qui vont continuer à se déchirer pendant des mois et des mois. Je redoute beaucoup la sortie du documentaire parce que je pense qu'il va y avoir des choses dedans qui risquent d'être un peu salées. Et moi, honnêtement, je suis très curieux de voir où est-ce que ça va se mener tout ça, parce que si on commence sur ces bases-là, entre guillemets, voilà, j'attends de voir la suite parce que ça va être quand même un peu compliqué, je pense. Romain, est-ce qu'à un moment donné, on pourrait pas on se dit au revoir et chacun tire sa route? Non, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, alors déjà, je vais t'expliquer pourquoi. Juste, je rappelle un truc qui, pour moi, est assez cocasse, c'est que pendant toute la saison, on a essayé de nous opposer Kylian Mbappé et Luis Enrique, comme s'il y en avait un qui, par ses choix, ne le mettait pas dans les meilleures conditions et que ça expliquait les mauvaises performances de Kylian Mbappé. Paf, première conférence de presse d'après tout ça, qui remercie Luis Enrique. Voilà, je trouve ça cocasse. Je trouve ça marrant parce que quand on a défendu Luis Enrique pendant toute la saison, on s'en est pris plein la tronche et on nous a dit non mais regarde ce qu'il fait à Kylian Mbappé, son traitement c'est injuste, etc. Bah non, la première personne qui remercie c'est Luis Enrique. Mais on l'entendra tout à l'heure. Mais pour revenir sur ta question, en fait, je pense que Kylian Mbappé a réalisé et ça va montrer à quel point je pense qu'il n'a pas de respect pour les supporters du Paris Saint-Germain. Il a réalisé que si tu étais contre le Paris Saint-Germain, tu avais certes les supporters du PSG qui étaient contre toi, mais tu avais tout le reste des Français qui t'aimaient. C'est-à-dire qu'on l'a vu cette année. On a vu cette année et on le voit là depuis l'annonce hier soir, ça fait plaisir. Ça fait plaisir à la France du foot qui n'est pas supporter du PSG parce que le PSG n'est pas aimé par les autres supporters. Ça peut se comprendre, c'est le club qui domine, c'est en plus la capitale. Bref, ça peut se comprendre. Moi, c'est pas mon cas, mais ok. Et Kylian Mbappé, il a réalisé ça. Et donc là, il est dans une opération rachat, comme l'a dit Yacine, auprès des supporters du Real Madrid. Mais en plus, il sait que c'est un risque qui est moindre, puisque s'il manque de respect au Paris Saint-Germain, il va se mettre à dos les supporters du PSG, mais il va se mettre avec lui tout le reste des Français. Donc, franchement, pour lui, il voit ça comme une opération gagnant-gagnant. Le problème, c'est que ça montre le peu de respect qu'il a pour le club qui l'a hébergé pendant 7 ans. Et pour ceux qui l'ont suivi et qui l'ont applaudi et qui ont continué à l'applaudir malgré les manques de respect au fur et à mesure de ces 7 années. Mais moi, je suis plus étonné. On a parlé de ça. On m'a traité de fou pendant quasi, là, ça fait au moins 2 ans que je fais cette tribune. On disait que j'étais rabat-joie. Ben non. Tout revient maintenant. Tout revient maintenant et je vois de plus en plus de gens qui commencent à dire ah ouais c'est vrai qu'il y avait eu ça. Ah, il y avait eu ça comme signe avant-coureur, mais on voulait pas le voir. Et ben voilà, tout ressort maintenant. On va écouter Kylian Mbappé désormais sur il fait le bilan. Il a fait le bilan de sa saison, une saison qui a quand même démarré très bizarrement pour Kylian Mbappé. On le rappelle, dernière saison, il veut pas prolonger, il envoie une lettre, une espèce de courrier, déjà ça part en banane et ensuite derrière un message de Nasser Al-Khelaifi, tu ne partiras pas au Japon en tournée, tu restes à Paris. Sanction, et là c'est pas parti très droit d'entrée. Luis Enrique a beaucoup subi la situation. Je vous propose d'écouter Kylian Mbappé qui a donc fait son bilan au Paris Saint-Germain sur sa saison, la saison qui vient de passer. J'ai attaqué cette saison avec une ambition différente, un jugement différent sur ce que je fais, une exigence différente parce que j'ai toujours pensé que j'allais jamais jouer. Donc à partir du moment où j'ai juste foulé la pelouse, pour moi c'était une saison réussie. Mais c'est sûr que cette saison, si on prend en comparaison avec toutes les saisons que j'ai pu donner, toutes les saisons que vous avez pu voir, je pense qu'il y a eu des mieux que celle-ci. Mais je pense que celle-ci, ça a été la plus difficile à jouer. Et la jouer comme je l'ai joué, je peux qu'être fier et je suis beaucoup plus fier de cette année-là, même si
Si on parle vraiment que techniquement en termes de performance, elle est peut-être un peu moins bonne dans mes standards à moi, mais quand je sais tout ce que j'ai dû traverser pour jouer, tout ce que j'ai dû subir tout au long de l'année, je pense que c'est la meilleure saison de ma carrière. Oh, muscune. Oh. Il est gentil. C'est moi qui dois parler. Il est mignon. Oh, Yacine, il va l'emplâtrer, je pense. Romain. Alors pour ceux qui regardent en vidéo, vous avez déjà vu la réaction de certains autour de cette table. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, en téléchargement, déjà merci de votre fidélité. Et sachez que ça a un peu dodeliné. Vous savez que j'aime beaucoup ce terme dodeliné. Ça a un petit peu dodeliné de la tête sur la réaction de Kylian Mbappé. Attends, juste parce qu'il faut remettre du contexte à ce qu'il dit. Il faut remettre du contexte. Donc lui, il pensait que en envoyant sa lettre, en disant qu'il voulait honorer son contrat. Honorer son contrat, ça voulait dire je pars gratuitement l'été dernier. Il disait ça. C'est ça, honorer son contrat. Il pensait qu'il allait avoir aucune conséquence. Et donc à partir du moment où il y a eu une conséquence qui a été de le priver de la tournée d'Asie et de lui faire rater un match, à partir de ce moment-là, plus aucune exigence pour la saison. C'est ça qu'il nous dit. Hein. Oui. Il nous dit, moi, à partir du moment où j'étais sur le terrain, c'était saison réussie. On se rend compte du truc ou pas ? On se rend compte du foutage de gueule du mec ou pas ? En fait, en gros, ce que tu viens de nous dire, il est en train de faire un storytelling. Il est en train de sortir le côté. J'ai mal vécu ma saison et c'est pas de ma faute. Rien n'est de ma faute. Yacine, il a raté un match. Il a raté un match contre c'est Lorient. pas moi. C'est pas de ma faute. Tu t'en prends pas à moi. Ça, je te rappelle. On se calme. Yacine et après Alex. C'est un compétiteur. Hein. Vous avez prouvé que c'est un compétiteur. Dès qu'il est sur le terrain, il veut tout gagner, il veut tout arracher. Non, et ça va encore passer, tu vois. Non, mais ça, cette idée de Kylian Mbappé est un gagnant, c'est un gagnant pur, etc., ça va encore passer. En fait, il y a les excuses, il y a le discours, il y a... moi, je l'ai déjà dit, mais je vais me faire encore des amis, mais c'est une petite personne, en fait. Humainement, c'est une petite personne. Parce que quels que soient les conflits qu'il y a eu avec le PSG, etc., et on l'a déjà dit 1000 fois, oui, le PSG n'est pas tout blanc dans cette histoire. Ah oui, parce qu'on n'est pas des oies blanches, on ne sait pas dire au revoir à nos champions. Ah non, mais attends, on est loin d'être irréprochable. A aussi créé ça, le PSG lui a donné un salaire, il ne l'a pas volé. Voilà, il a demandé quelque chose, on lui a donné. Et il n'y a aucun problème là-dessus. Mais à un moment donné, tu as le droit de prendre un peu de recul et de te dire, bon, il y a eu tout ça quand même. Est-ce que juste là-dessus, je vais défoncer tout le monde, je vais me trouver des excuses ? Parce qu'il dit une phrase, et tout au long de la conf, ça a été ça. Il dit une phrase, et derrière, il dit, c'est pas une excuse. J'étais malheureux, mais j'étais pas malheureux. J'ai souffert, mais j'ai pas le droit de me plaindre. Non, mais en fait, arrête de nous prendre pour des cons 2 minutes. Voilà, ça y est, ça fait quand même plusieurs saisons que tu nous prends pour des cons. Cette année, tu as franchi toutes les limites jusqu'au bout. Avec ton tifo, machin, ton cinéma à la fin. Il suffit de regarder un peu les images de chaque... Le coup de téléphone on sait pas faire le coup de téléphone. On sait pas dire au revoir, mais malgré tout... C'est juste, il a pris le téléphone et il l'a mis sur son oreille. Il n'y avait personne au bout du fil. On sait pas dire au revoir, mais malgré tout, il suffit de regarder tous les visages des joueurs importants, entre guillemets. Des dernières saisons, de Zlatan, Di Maria, etc. Tous, il y a une émotion, il y a des larmes. Lui, il se passe rien. Donc, à un moment donné, sois grand. Dis merci pour tout, ciao. Et à la limite, je l'avais dit dans le podcast de Paris United, franchement, parle même plus de nous en fait. Parle plus de nous, parle du Real, fais ta vie. Comme Neymar et Messi. Exactement. On n'existe plus pour eux. Voilà, mais c'est tant mieux. Je préfère ça plutôt que de cracher, de pas cracher, d'en vouloir un peu. Enfin, c'est insupportable. On a un Alex qui écoute les copains, qui est un peu dépité de ce qu'il vient d'entendre, je pense. Non, en fait, pas d'entendre des copains, mais de non, mais surtout pas. Non, moi, en fait, je me faisais la même réflexion que Yacine vient d'avoir, où en fait, je trouve que dans cette conférence de presse, il dit un peu tout et son contraire. Et en fait, ça vient remettre un peu d'eau au moulin d'une communication qui, moi, personnellement, m'a jamais trop plu. Voilà, il a une façon de communiquer qui résonne pas avec moi. Voilà, et je pense que je suis pas seul dans ce cas-là. Maintenant, voilà, moi, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Moi, honnêtement, je crains la suite parce qu'en fait, si à J+1, sachant que contractuellement, c'est encore un joueur du PSG. Hein. Si à J+1, il envoie des avoines comme ça. Non, mais ça va être une guerre. De toute façon, ça va être une guerre. Voilà, donc en fait, ça va être une guerre de mots, de tout ça. Enfin, ça va être désolant pour les supporters du PSG. Parce que moi, je pense encore aux supporters du PSG. Et encore une fois, et je pense que de toute façon, c'est un débat qu'on va avoir dans tout l'héritage qu'il y a, etc.
Moi, tu vois, par exemple, tu parlais de Di Maria. Effectivement, j'ai revu les images de Di Maria qui s'en va du PSG il y a pas très longtemps, en larmes, etc., avec sa famille et tout. Di Maria, il est resté 5 ans à Paris, 6 ans à Paris, 5 ans. Il a pas parlé un mot de français. On l'a pas vu spécialement communier avec le public ni rien. Il est venu, il a fait ses passes décisives. C'était un bon joueur qui a eu des passages à vide. Il a pas triché. Il a pas dit un mot plus haut que l'autre. Il a pas dit un mot d'ailleurs. Voilà, on l'a jamais entendu en 5 ans. Quand il est parti, il a fondu en larmes. Il est parti. Aujourd'hui, je pense qu'il est dans le cœur de tous les mecs. Il a une salle à son nom au campus. Et voilà. Enfin, je veux dire, et en vrai, franchement, on en parlera parce que je pense que c'est un débat qui est hyper sain à avoir. Quel héritage il va laisser Mbappé au-delà des chiffres? C'est le prochain. Quel héritage va laisser Mbappé au-delà des chiffres? Et franchement, je trouve que l'aspect émotionnel, et encore une fois, tout l'aspect communication qu'il peut y avoir autour de Mbappé, ça participe aussi de cet aspect émotionnel. Pour moi, il est tellement important que franchement, il y a beaucoup de choses sportives qui sont occultées par ça. Dans les petites phrases qui ont été glissées par Kylian Mbappé dans sa conférence de presse effectuée lors de la conférence de presse d'avant-match de l'équipe de France, juste avant Didier Deschamps, Luis Enrique et Luis Campos m'ont sauvé. On me l'a dit en pleine face, on m'a parlé violemment, donc j'étais persuadé que je n'allais pas jouer. Luis Enrique et Luis Campos m'ont sauvé. Sans eux, je n'aurais jamais remis un pied sur le terrain. C'est pour ça que mon ambition cette année-là était différente. C'était moins haut dans mes standards. Voilà, juste jouer, répéter les matchs et gagner des trophées a été ma plus grande fierté. Mais l'année prochaine, je ne me contenterai pas d'une saison comme celle-ci. Mais je croyais que Luis Enrique, il respectait les ordres du dessus parce qu'il faisait plus jouer. Ouais, en fait, j'ai pas compris là. Non, je sais pas, c'est lui qui l'a sauvé. Il n'y a aucune cohérence, il n'y a rien. Non, mais je dis juste, attendez, c'est pas pour vous énerver, les gars. Non, mais c'est honteux, c'est honteux. En plus, c'était le surlendemain. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec Alex? Ça annonce rien de bon par rapport à. Si le PSG répond, là, on est parti sur. C'est-à-dire, soit le PSG laisse dire et. Mais est-ce qu'on serait pas plus grand à pas répondre en fait? Mais moi, je pense qu'à un moment donné, il faut dire stop, mais en même temps, on a envie de lui répondre, mais je pense qu'il faut dire stop. Non, mais fais ton cinéma. Est-ce que Nasser Al-Khelaifi va chose. mettre son ego de côté? Vous pensez vraiment que Nasser il va mettre son ego de côté là-dessus? Je pense pas. Parce qu'il l'attaque quand même durement. Je pense qu'il va y avoir réponse et je pense que franchement, je suis triste pour les supporters du PSG et dont je fais partie. Ça va être un été où on va avoir. Il nous a pourri. Je sais pas combien d'étés là depuis 7 ans. Et il va encore nous pourrir un été alors qu'il est plus là. Non mais sérieux, il peut pas nous laisser tranquille. Il t'annonce que ça va être compliqué. Non mais le côté on m'a parlé violemment, c'est pour Nasser Al-Khelaifi puisque c'est la fameuse réunion où juste avant le Japon, il lui annonce, il s'engueule comme du poisson pourri. Et il lui a mal parlé. Il lui a mal parlé quand il lui a donné ses 72 millions. C'est agréable de se faire bien parler. Et on rappelle juste que tu vois un mec perturbé toi? À première vue, on rappelle juste qu'il y a des problèmes de versement, comme l'a annoncé. Ça, c'est autre chose, ça encore. Voilà. Ça, par contre, c'est autre chose. Parce qu'il y a le fait d'avoir des privations pendant l'été dans un but de négociation. Par contre, quand un contrat est là, il faut l'honorer. Et donc là, le PSG doit honorer son contrat. Il s'est fait bananer. Quand tu te fais bananer, tu assumes les conséquences de ta banane. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un truc qui est sûr et certain, c'est que les seuls qui savent ce qui s'est passé entre Mbappé et le PSG, entre Mbappé et Nasser Al-Khelaifi, et je parle de Mbappé du coup, de Mbappé au sens large, c'est eux. Je pense que chacun a fait filtrer les informations qui jugeaient nécessaire de faire filtrer. Moi, encore une fois, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est le premier épisode de on va commencer à laver notre linge sale en public. Et franchement, comme disait Romain, je pense que ça va venir accaparer l'actualité du club pendant encore un certain moment, alors que factuellement, dans 26 jours, c'est plus un joueur du PSG. Donc, avoir effectivement la réaction que le club va avoir la nature des différentes déclarations des uns et des autres, je pense qu'effectivement, le mieux serait de pas juste passer à autre chose. En fait. On va effectivement croiser les doigts pour passer à autre chose, mais j'ai un peu de mal à voir Nasser Al-Khelaifi effectivement tourner la page comme ça, quitte à se faire canarder. Il a mis un tacle à Messi. Il a attendu très, très calmement, mais il l'a mis. Merci à Iki de me le rappeler, mais... Il a attendu, mais il va jamais se taire. Voilà, il lâchera pas l'affaire. Les amis, on fait la pause et on va parler de l'héritage, bien sûr, de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain. On accélère, il va nous rester un gros quart d'heure pour vivre.
En fait, on s'est fait un peu déborder, je vous le dis, les amis, à cause de cette conférence de presse. C'était pas prévu, mais finalement, ça vient aussi alimenter notre discussion autour de Kylian Mbappé qui part donc du Paris Saint-Germain. Ça, on le savait, il y a au revoir tout ça, mais désormais, il va du côté de Madrid. On a quand même vu les mecs de Chiringuito, parce que ça aussi, eux, ils se respectent pas. Tu sais, c'est quelquefois on se fait dessus. Franchement, là, de se sauter dans les bras à 19h27 pour dire c'est bon, le communiqué est tombé, ça, c'était quand même encore un grand moment de télévision espagnole. Allez, on fait la pause. Ça, c'était ma balle perdue. Ciao. Sur France Bleu Paris, on s'enflamme tous pour les Jeux Olympiques. Vous rêvez d'assister à la cérémonie d'ouverture la plus folle de l'histoire sur les berges de la Seine? France Bleu Paris vous l'offre. C'est un événement qu'on ne voit pas tous les jours. Vous aussi, venez déclarer votre flamme pour les Jeux sur France Bleu Paris. C'est des moments festifs, c'est des moments de fête, quoi. Et gagnez vos invitations pour la cérémonie d'ouverture. France Bleu Paris 2024, votre guide officiel en Ile-de-France, avant, pendant et après les Jeux. 100% PSG, la tribune. Très très heureux de vous retrouver dans 100% PSG la tribune. Oui, je sais, c'était pas le lundi, vous avez petites habitudes, hop, vers 16h, 17h, clac, on télécharge la tribune 100% PSG et on se fait un petit plaisir ou on se regarde une vidéo. Là, on a pris la décision, on a attendu la décision de Kylian Mbappé, surtout du Real Madrid, d'annoncer. Je note juste une chose, c'est que dans cette tribune, vous l'avez appris, mais très très tôt, de notre ami Romain Bédou, qui l'avait dit. Il avait dit, de toute façon, ce sera le Real qui annoncera par un petit communiqué. C'est pas lui qui va ouvrir sa grande gamelle pour annoncer. Et pourtant, comme il le fait toujours. Et pourtant, il avait son texte qui était prêt puisqu'il l'a sorti dans la foulée. Donc c'était prévu que il attendait le Real. Voilà. C'est ce qu'on fait quand on respecte un club. C'est ça. Quand il doit partir du PSG, il fait sa vidéo tout seul. C'est ça. Et il avertit pas le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Par contre, quand il doit annoncer qu'il arrive au Real, c'est le Real qui annonce le truc. C'est une question de respect. C'est une question de respect. Mais il y a un club qui l'a respecté et l'autre non. Il y a un club, en tout cas, il a intérêt de filer droit parce que je pense que le Florentino, il en a maté plus d'un. En tout cas, il part pour 5 ans là-bas du côté du Real Madrid. Les amis, on va parler de l'héritage que laisse Kylian Mbappé. Certains, depuis la naissance du Paris Saint-Germain, des grands joueurs ont laissé un héritage. Depuis l'arrivée de QSI, certains joueurs ont laissé un héritage. On pense à Thiago Silva, on pense à Zlatan Ibrahimovic, on pense à des entraîneurs comme Carlo Ancelotti qui ont apporté leur pierre pour faire grandir le Paris Saint-Germain. Est-ce que Kylian Mbappé, sur ces 7 saisons, a fait grandir le PSG ou est-ce qu'il s'est fait grandir lui-même et c'est le PSG qui en a été qui a observé le joueur grandir à ses côtés. Je me retourne vers vous et je vous demande, Alex, quel est l'héritage laissé par Kylian Mbappé, à ton avis? Ta question est intéressante parce que tu disais est-ce qu'il a fait grandir le PSG ou est-ce qu'il s'est fait grandir lui-même? Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Qui a le plus grandi entre Kylian Mbappé et le PSG en 7 ans? C'est très largement Kylian Mbappé. En ce qui me concerne, j'essaie d'être vraiment le plus objectif possible parce que voilà, faut pas se laisser consumer par les passions. Pour moi, il va laisser un héritage qui est essentiellement, si ce n'est uniquement statistique. C'est-à-dire qu'il a battu énormément de records. Il a fait tomber énormément de barrières psychologiques sur ce qui était possible de faire en termes de chiffres au Paris Saint-Germain. Son papa lui a demandé de marquer la Ligue 1 avant de partir à l'étranger. C'est ce qu'il nous a dit lors de la honnêtement, il a réussi son coup. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, ce serait de très mauvaise foi de dire que Kylian Mbappé n'a pas marqué et l'histoire du PSG et l'histoire du championnat de France. Je pense en revanche qu'il a que ça à son nom aujourd'hui, c'est les records. Et les records... c'est pas immortel, donc voilà, il en a battu beaucoup certes. Maintenant, moi ce que je retiens aussi, je vais essayer d'être court, c'est un héritage très contrasté et notamment je pense que c'est quand même un des joueurs qui est resté le plus longtemps au PSG de l'ère QSI, qui a vécu 3 demi-finales de Ligue des Champions, qui a vécu une finale de Ligue des Champions, qui a été systématiquement transparent dans ces matchs-là. Et je pense que quand on lui a donné le rôle qu'on lui a donné et l'importance qu'on lui a donné pour justement faire passer un palier à ce club, ça c'est un échec qui n'est pas à mettre que à son crédit, mais c'est un échec qui va, je pense, de toute façon traîner toute sa carrière. Parce qu'en fait, justement dans le fameux storytelling dont on parle, c'était à lui que revenait la charge de faire gagner cette Ligue des Champions au PSG. Il était tellement important, il était tellement talentueux, c'était tellement lui qui incarnait Paris que le fait qu'il n'ait pas, entre guillemets, réussi à
tirer l'équipe vers le haut, même quand elle allait mal. Quand on sait le joueur que c'est, pour moi, c'est aussi à mettre à son héritage. Voilà. C'est l'héritage statistique, il est indéniable. Yacine, ça là-dessus. Ah bah ça, c'est les chiffres. Les chiffres, voilà, 256 buts, tout ça, meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, ça, on va pas lui enlever. Il est venu à Paris pour ça, il les a eus. Ça, il n'y a pas de problème. Ouais, mais cet héritage-là, on voit bien que malgré tout, ça ne fait pas faire l'unanimité. Et moi, je trouve que c'est hyper important. Ça veut dire que tu peux marquer des buts, tu peux marquer plein de buts, tu peux devenir le meilleur buteur de l'histoire d'un club. Et finalement, tu as marqué l'histoire en termes de chiffres, tu as sûrement marqué certains supporters, mais tu ne fais pas l'unanimité. Et moi, je trouve que par rapport à ces statistiques déjà, le fait de ne pas faire l'unanimité, c'est quand même quelque chose de très important. On ne devrait même pas être là à dire est-ce que c'est une légende, est-ce qu'il laisse un héritage et tout. On devrait dire mais il a marqué l'histoire du club et il n'y a plus de débat. Mais en fait, non, parce qu'il y a plein de choses autour et les chiffres ne font pas tout. Il y a un deuxième héritage, celui-là, il est envers les supporters. J'espère qu'ils auront compris qu'il faut qu'ils arrêtent de supporter un joueur et qu'ils supportent le PSG une fois pour toutes. Voilà. Qu'ils arrêtent de faire des différences entre certains. Moi, je redis que quand Neymar et Messi avaient été sifflés à l'époque, pas de problème, mais il fallait siffler tout le monde. Parce qu'encore une fois, tu envoyais le message de dire vous êtes plus coupable que les autres, mais il y avait bien une équipe sur le terrain. Ok, il y en a qui ont marqué, mais il y en a qui n'ont pas défendu, il y en a qui ont fait des erreurs, il y en a. Donc tout le monde était coupable et il fallait marquer le coup en disant désormais vous arrêtez vos guéguerres, on veut une équipe et il fallait siffler tout le monde, mais lui il peut toujours passer au travers. Et puis le dernier, c'est pas un héritage, mais c'est une leçon. J'espère enfin que les dirigeants vont comprendre que un joueur ne peut pas avoir toute la puissance du club. Il ne peut pas être au-dessus du club. On ne fait pas une équipe autour d'un seul joueur. On ne donne pas tout à un seul joueur. Pour deux raisons. La première, c'est ce qu'il a fait sur le terrain, parce que collectivement. Et la deuxième, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il ne te le rend même pas. Donc, arrêtez de faire croire à ça. Une équipe de foot, ça reste un collectif. Et moi, j'espère que les dirigeants vont apprendre de cette leçon et que dans 2 ans, 3 ans, peut-être, si, comme on disait tout à l'heure, on cherche une nouvelle star, qu'on ne va pas repartir dans un truc de « Ok, il nous la faut absolument et vas-y, c'est parti et tu as le droit à tout et on allonge l'oseille et tu peux tout te permettre. » Voilà, moi, je trouve qu'il s'est permis beaucoup, beaucoup trop de choses pendant 7 ans. C'est ça, effectivement, la leçon finalement de l'héritage Mbappé, c'est qu'on ne peut plus laisser les clés. On les avait déjà laissées à Neymar. Tu veux dire que la leçon, l'héritage de Mbappé, ça serait de ne pas refaire les erreurs qu'on a fait avec Mbappé. Ça donne la place du mec, en fait. C'est-à-dire qu'un joueur de foot... On s'est fait déborder là, sur les 3 dernières stars qui sont arrivées, on s'est fait bouffer complet. Enfin, alors, je vais mettre les responsabilités, je vais les partager, parce que je pense qu'il y a... Des joueurs comme ça sont très difficiles à manager. Je ne veux pas donner de circonstances atténuantes au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain n'a pas fait les choses qu'il fallait pour pouvoir manager ces joueurs-là. Et qu'on ne vienne pas me dire que je défends le PSG. Le PSG a fauté et a donné beaucoup trop de possibilités à ces joueurs-là. A créé ça, en fait. Et a créé un système autodestructeur. Donc, mais en même temps, c'est pas facile. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui arrivent. Et même des grandes institutions qui sont présentées comme des grandes institutions, on n'y arrive pas. Le Manchester United n'y a pas réussi avec Cristiano Ronaldo quand il est revenu. Il y a plein de clubs comme ça. Donc, c'est pas spécifique au Paris Saint-Germain. Maintenant, pour ce qui est de son héritage, pour moi, son héritage, et en ça, je pense que c'est un échec par rapport à l'idée qu'on avait de lui à la base, mais son héritage est similaire à l'héritage de Zlatan, à l'héritage de Cavani. C'est-à-dire que ce sont des joueurs qui sont arrivés, qui sont restés un temps, qui sont devenus meilleurs buteurs du club, qui sont partis gratuitement. Voilà. Mais juste un truc, parce que Zlatan a fait grandir le club. Oui, ça, on s'en est rendu compte après. Ouais, voilà. Mais il a fait passer un cap au club. Mais alors qu'Mbappé, il s'est fait passer un cap. Il n'a pas fait passer de cap au club. Oui, non, rien de plus. Tu as perdu des Coupes de France, tu n'as pas gagné de Ligue des Champions. Enfin voilà, il n'a pas fait passer de cap au club, alors que Zlatan, en termes de. D'ailleurs, tous les joueurs qui l'ont côtoyé dans les vestiaires le disent. En termes de professionnalisme, en termes de plein de choses. Il n'y avait pas que Zlatan. Il y avait tout un contexte avec Ancelotti au début, Mota, bien sûr. Thiago Silva, Maxwell, des mecs comme ça. C'est un symbole de ça, justement. Oui, bien sûr, mais je veux dire, Zlatan, il est resté 5 ans, il est devenu meilleur buteur, il est parti. Cavani, il est resté 7 ans, mais avec le Covid, ça fait 6 ans quasiment, 6 ans. Il est devenu meilleur buteur, il est parti. Kylian Mbappé, il est resté 7 ans, il est devenu meilleur buteur, il est parti. Fin. Il n'y a pas d'autres trucs supérieurs à aller chercher à ça, quoi. Et à côté de ça, il a pourri le club, il a fait venir des mecs pour s'en aller 1 an plus tard, il a fait partir des mecs parce que fallait pas trop lui faire de l'ombre. Donc
Voilà, c'est triste. Franchement, je vous jure que j'ai été énervé contre Mbappé pendant longtemps, mais quand je repense à son bilan, je suis triste. En vrai, je suis triste parce qu'il y avait moyen de faire un truc et les égos ont surpassé le sportif. Et c'est ça qui m'énerve le plus. J'ai l'impression que dans le bilan, effectivement, je me retourne vers toi, Alex, et puis on reviendra vers vous, les garçons, mais j'ai l'impression que dans ce bilan, on est en train de lui faire payer les 2 dernières saisons qui se sont transformées en une prolongation de géopolitique sportive avec cette histoire du mondial, avec une somme qu'il ne pouvait pas refuser parce que financièrement, on lui a posé sur la table. Et j'ai l'impression qu'on s'est tout gâché. Oui, non, mais il aurait fallu partir plus tôt et pas rester. Ça, je pense qu'avec le recul, et même je pense qu'il y a certains qui le disaient à l'époque, avec le recul, c'est évident que les 2 saisons étaient 2 saisons de trop. Mais parce que aussi, et je pense que c'est là finalement que la faute du PSG est la plus grande, c'est qu'en fait on a voulu forcer la relation à continuer à exister, alors que clairement le désir et le souhait le plus profond d'Mbappé depuis très longtemps, ça a toujours été d'aller au Real Madrid, et que ils ont voulu, je pense qu'en voulant faire un tour de force, en voulant justement avoir cette victoire symbolique sur le Real Madrid, ils ont voulu forcer la prolongation. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça, mais vas-y. En vrai, honnêtement, sur la prolongation, il y avait beaucoup d'enjeux pour la prolongation d'Mbappé au PSG en 2022. Honnêtement, l'aspect sportif, je pense, représentait pas. C'est plus un aspect d'image en vrai. Tu le prolonges parce que c'est la Coupe du Monde au Qatar cette année et qu'il faut que l'un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde soit un joueur du Paris Saint-Germain. Tu le prolonges parce que c'est un pied de nez complètement fou au Real Madrid, avec qui tu es en concurrence sur ce dossier depuis 5 ans. Et en fait, là-dedans, le côté. Tout le côté storytelling finalement, c'est-à-dire le côté français, Bondy, l'Île-de-France, les buts, les machins, meilleurs joueurs français, tout ça, moi ça m'apparaît presque secondaire avec le recul. Non mais en fait... oui, mais parce que tout part en brioche à ce moment-là, Romain. Non, en fait ça part pas en brioche à ce moment-là. Ça part en brioche parce que c'est 2 années. Mais en fait ça doit pas être 2 années à la base. À la base ça doit être 3 ans. Et en fait, si t'as un mec sous contrat pendant 3 ans, ce qui est prévu à la base, si t'as un mec sous contrat pendant 3 ans, t'as 2 ans pour gagner ta Ligue des Champions, faire all-in pour gagner cette Ligue des Champions-là, ce qui était un peu le cas avec le Mercato de 2021, à prendre des joueurs vieux, mais qui pouvaient encore donner pour 1 ou 2 ans. Et donc, tu avais 2 ans pour gagner ta Ligue des Champions, et ils partaient à l'été 2024 avec une indemnité. C'était ça l'idée d'avoir 3 ans de contrat. C'était qu'il fait ces 2 ans, où il est centre du projet, effectivement. Alors, ça ne voulait pas dire qu'il fallait qu'il y ait tous les investissements qui soient faits pour lui faire plaisir, mais l'idée d'avoir Mbappé 3 ans de plus, 2 ans de plus, dont une 3e année en contrat pour qu'il y ait une indemnité à la fin, c'était pas une idée qui était déconnante, tu vois. Ouais, mais là, on en revient du coup au fait que le club a mal géré ça, dans le sens où ça aurait jamais dû être 2+1. Ah, moi, le club a été, et Nasser a été extrêmement naïf. Et moi, je n'arrive absolument pas à comprendre comment un businessman comme Nasser, qui peut être parfois très dur, parfois... on voit les méthodes qui sont là actuellement. Si le PSG ne paye pas les salaires, etc., c'est des méthodes voilà. Et en même temps, à côté de ça, il y a une naïveté que j'arrive pas à comprendre de la part de Nasser, d'avoir toujours cru que Mbappé était comme son fils, qui avait un truc un peu paternaliste où tu te fais avoir, quoi. Et là encore, pendant la saison, l'histoire de on verse pas les primes, finalement on va les verser, et puis finalement en fait on se rend compte qu'il nous l'a vraiment mise, donc on va retirer. Il y a un truc d'amateurisme qui est, en plus d'être hyper incompétent, et hyper surprenant. Yacine, je te sens, tu écoutes et je te sens dépité en fait, parce qu'il y a une espèce de dépit amoureux. On va pas tarder à terminer ce podcast, parce que va falloir rendre le studio à un moment donné, on va se faire sortir, mais j'aurais terminé avec toi, Yacine, parce que je te sens les yeux dans le vide à te dire mais c'est pas possible que ça soit terminé comme ça, cette histoire en fait. Ouais, parce que en fait, il y a plein de choses. Déjà, moi, malheureusement, il y a eu le Covid en fait qui est venu un peu fausser tout ça, mais moi, dans ma tête, bon, déjà, Mbappé, j'ai jamais été un fan du personnage, etc. Alors sur le terrain, il y avait des choses et tout, mais voilà. Et en fait, moi, je pense que c'était un joueur qui était destiné à être vendu au bout de 3 ans en fait. Le problème qui s'est passé, c'est qu'il y a évidemment ce qu'a dit Alex, la Coupe du Monde au Qatar, on est obligé d'en tenir compte, parce que c'était pas des décisions de club, c'était des décisions qui allaient au-dessus. C'était géopolitique sportive. Un passage obligé. Jusqu'à ce moment-là, il y avait cette marche entre guillemets où le PSG devait aller jusque là, et après il se passerait autre chose. Et la deuxième chose, c'est que en fait, malgré tout, je pense que le PSG a été plombé par Neymar en fait. Si Neymar est à son niveau,
et qu'il n'est pas régulièrement blessé, je pense que Mbappé peut partir plus tôt parce que tu as Neymar. Le fait que Neymar soit absent à partir de janvier pendant 3 années de suite, qu'il soit souvent blessé, etc., ça a ajouté au fait que finalement, il fallait le garder absolument. La dernière chose, c'est qu'au niveau de l'argent, je crois que Nasser Al-Khelaifi, parce qu'il a réussi à garder Verratti, Marquinhos, certains joueurs comme ça, je pense qu'il s'est dit que l'argent ferait toujours la différence. Et que pour l'histoire du 2+1, je pense que dans sa tête, il s'est dit avec tout ce qu'on lui a donné, en fait, il va vouloir prendre 200 millions de plus encore. Et je pense qu'il n'a pas mesuré en fait l'impact de lui qui voulait aller au Real et l'âge aussi, parce que je pense que si Mbappé fait cette prolongation, c'est parce qu'il a à ce moment-là 23 ans. S'il avait déjà eu 26 ans, il ne l'aurait pas faite parce qu'il savait qu'il arrivait dans la deuxième partie de sa carrière. En fait, personne n'a mesuré ça parce que je pense que Nasser Al-Khelaifi s'est dit l'argent, ça nous a permis de garder plein de joueurs. Dès qu'on les augmente, lui, avec ce qu'on lui a donné, il fera les 3 ans. Voilà. Et ça a été très mal géré. Et la dernière chose, moi, je redis que cet été, en dehors du fait que Mbappé dise qu'il a vécu l'enfer, moi, j'avais dit, soit vous êtes parti dans un délire de on le fait pas jouer, mais allez jusqu'au bout. Soit vous l'emmenez au Japon, mais le truc de pas l'emmener au Japon, je trouve que c'est encore pire parce que on a eu l'impression que plus personne savait quoi faire avec lui et que finalement, c'est lui qui a gagné à l'arrivée. Il a joué ses matchs, il a eu son rythme, il a marqué ses buts, même si voilà. Puis à l'arrivée, il a gagné quoi. Donc voilà, il y a eu toute cette gestion et c'est vrai que moi, les 7 ans, moi j'ai pas que des bons souvenirs, mais les 2 dernières saisons, elles sont vraiment terribles. Et on va terminer là-dessus pour ce 100% PSG la tribune qui a été un petit peu brusqué parce que on n'a pas parlé effectivement de son clan qui a été très important là-dedans. On a parlé quand même de sa com parce qu'on l'a entendu il y a quelques instants, mais il fallait quand même rebondir sur cette conférence de presse où il a expliqué qu'on lui a parlé violemment et que Luis Enrique et Luis Campos l'ont sauvé cette saison parce qu'il pensait qu'il n'allait pas jouer de la saison. La balle, bien évidemment, est pour Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain. Il est temps de siffler la fin de ce podcast. Oh la vache, j'ai pris le sifflet dans les oreilles là. J'ai monté le son là, j'ai bien senti le sifflet dans l'oreille. Voilà, c'est terminé pour 100% PSG la tribune. Je remercie Yacine Amned d'avoir été avec nous. Pierre Rondeau, alors il était là, voilà, il y a son micro, mais il est parti. Mais merci à Pierre Rondeau, économiste du sport. Merci à Alex Aflalo du journal Le Parisien et merci à Romain Bellouk qu'on retrouve demain matin à 8h34. Romain qui a fait un carton sur les internets aujourd'hui et sur Twitter, plus de 150 000 à 200 000 vues pour un billet d'amour pour Kylian Mbappé avec toute son armée numérique que l'on salue et qu'on souhaite apprendre l'espagnol parce que maintenant il va falloir défendre en espagnol. J'avais dit que c'était la dernière sur Mbappé, vu ce qu'il vient de dire en conférence de presse, c'est pas fait encore. C'est pas fait, je pense que demain tu peux en remettre une petite couche. Merci à Iki qui a réalisé ce podcast et cette émission. On se retrouve sûrement lundi prochain, on aura encore des choses à se dire. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle, des pouces, des cœurs, tout ce que vous voulez sur YouTube et pour les podcasts. Merci de votre fidélité. Il est temps de débrancher cette tribune.